Donc émission chargée pendant cette trêve. Et on commence tout de suite avec est-ce que donc Ricardo a pris la parole cette semaine. Est-ce que Bordeaux, pour vous, on fait un premier bilan quand même, on est à la 13e journée. Est-ce qu'on est capable d'aller jouer le haut de tableau, puisque c'est l'objectif, et d'être européen et de terminer entre la 4e et la 6e place? Manu. Oh bah oui, ils en sont capables. Bordeaux est capable de tout. C'est terrible à dire, mais tant mieux. Je pense quand même en France, c'est Bordeaux l'équipe la plus capable de faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça qui est fou. On était 19e, on est passé à la 6e place, 8e place. La saison dernière, on devait avoir peur de descendre en Ligue 2, on a fini en Coupe d'Europe. Donc Bordeaux, c'est une équipe qui va s'en prendre tout le monde à chaque fois. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas, moi j'y crois en tout cas, mais oui, Bordeaux peut le faire et Ricardo a pour moi le talent de pouvoir mener cette équipe jusqu'au bout. Maintenant que les traumatismes américains sont passés, que tout va rentrer un peu plus dans l'ordre, on va retrouver une vie quotidienne un peu plus cohérente. Je pense que les joueurs ont plus la mentalité pour bosser. Donc je pense qu'ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent. Il dit franchement, effectivement, ils peuvent le faire. C'est surtout par rapport à la faiblesse de la Ligue 1. Comme tu as dit l'année dernière, on était 4 mois avant la fin de la saison, on était limite relégable et on finit européen, on ne sait pas comment, en éclatant Metz à la dernière journée. Enfin, voilà, après, ils peuvent effectivement. Est-ce qu'il y a un intérêt? Après, c'est autre chose, parce que quand on voit nos dernières campagnes européennes, c'est assez catastrophique. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné un match en poule. Depuis qu'on est arrivé au nouveau stade, je ne sais même pas si on a gagné un match en poule. Quand on est arrivé dans les poules Europa League, je ne suis même pas sûr qu'on ait déjà gagné un match sur les 2-3 sessions. Les barrages, oui. Les barrages, oui, mais en poule, après, c'est autre chose. Depuis 2013, on n'a pas gagné un match de phase finale de Coupe d'Europe. C'est ça, depuis qu'on est au nouveau stade, on n'a jamais gagné. On n'a jamais gagné au nouveau stade, ça on est d'accord. Donc voilà, après... Voilà, ce que je disais, c'est par rapport à la faiblesse de la Ligue 1 où justement, effectivement, on a les moyens. Maintenant, quand on voit l'effectif, la qualité du jeu bordelais, etc., très franchement, l'année dernière, on ne le méritait pas. Cette année, pour l'instant, on ne le mérite pas non plus. Donc, très concrètement, si c'est pour aller en Europa League encore se faire éclater et faire encore 0 pointé à l'arrivée ou 1 ou 2 points par-ci par-là, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, effectivement, vu comment se déroule la Ligue 1, où on a 1 point de moins et cette année par rapport à l'année dernière, on est encore mieux placé. Effectivement, on a totalement nos chances d'y arriver, très clairement. Mais ce qui est terrible, c'est que qui le mérite d'aller en Coupe d'Europe en France? C'est ça. Personne. Ouais. Personne. Je veux dire, même Lyon qui est 5e, Marseille qui doit être le 3e du championnat, on critique leur match, on critique leur jeu, on critique leurs joueurs. Même les meilleurs, entre guillemets, sont critiqués. Donc je pense que voilà, derrière, après, c'est à qui fera le meilleur parcours, à qui aura plus de chance, à qui sera un peu le gagnant de Koh-Lanta, quoi. C'est le parcours du combattant avec plein d'embûches, tout le monde tombe, mais il y en a forcément un qui va arriver. Donc, après voilà, il fait ceux qui méritent. Bon, il fait Paris exclu parce que Paris c'est au-dessus de tout et que voilà, ils vont finir invaincus et gagner les 38 matchs à ce rythme-là. Il y a juste le seul club pour moi qui le mérite actuellement, c'est Lille. Après, pour l'instant de ce que j'ai pu voir et entrevoir, voilà. Après le reste en Ligue 1, c'est chiant. C'est chiant et c'est très aléatoire. Les résultats sont vraiment imprévisibles. Donc, de toute façon, il y a des places. Il faut y aller en Coupe d'Europe. Oui, mais pourquoi faire quand on voit cette année ce qui est fait en Coupe d'Europe par les clubs français et surtout par les Girondins? Enfin voilà, on se fait quand même, on se casse, vous voyez ce que je veux dire, pendant 2 mois, tout l'été, pour arriver en Europa League, pour après pas gagner un match, faire un petit point par-ci par-là et marquer 2 buts. Justement, on va accueillir Samuel qui est avec nous et on va lui demander son avis. Salut Samuel. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans le talk. Samuel, donc tu as entendu. On parle de la capacité. La question c'est est-ce que Bordeaux est capable d'aller jouer le haut de tableau de la Ligue 1 entre la 4e et la 6e table et la 6e place, pardon. Non, mais par rapport à ce que disait Jonathan, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement on peut se cacher cette année en disant que c'est une année de reconstruction, mais qu'on gagne pas en Europe, ça date pas du rachat de M6 du club par les Américains. C'est depuis 2013 ou 2012, je veux dire de la stade. Donc c'est vrai que c'est assez récurrent et c'est pour ça que dans cette année-là et je crois qu'on va parler de Ricardo juste après, mais dans cette année-là où effectivement on sent que tout s'est fait très tard et que l'équilibre est en train d'être trouvé, mais on est combien, 20 novembre? Ouais. Voilà, la saison elle a commencé le 25 ou 26 juillet, donc
Forcément cette année, ça va être encore plus aléatoire que les autres années pour être dans le haut de tableau. Maintenant, s'il essaye vraiment, lui, Bédoué, le club, de mettre quelque chose en place, un jeu en place, une philosophie, une discipline, un état d'esprit vraiment de groupe, moi je pense que c'est pas fermé cette Ligue 1. C'est Ricardo qui le disait, je crois, je sais plus si c'était à France 3 ou à l'équipe, mais qui disait en gros, il y a Paris, il y aura sûrement Marseille et Lyon qui seront devant parce que l'effectif et la qualité fait qu'ils ont les moyens pour être devant. Il y a Lille qui va être dangereux cette saison, il va falloir faire attention à eux, mais derrière, il y a aucun favori désigné. Donc, jouer le haut de tableau, c'est 3 victoires. Le FC Nantes, Bordeaux. Voilà, il y a plein d'exemples cette saison de clubs qui étaient dans la zone de relégation et qui derrière se sont retrouvés à jouer les premières places. Donc, va falloir être régulier. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, moi je commence à faire confiance à Ricardo. Bon, déjà parce que je suis un peu fataliste et on est obligé, mais je commence un peu à faire confiance à Ricardo sur ce point-là. Je pense que va falloir être bon sur la durée et être intelligent, et il peut amener cette discipline-là. D'accord, donc toi que tu fais confiance, alors on n'est pas obligé de lui faire confiance à Ricardo, on n'est pas obligé Manu. T'as confiance, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? J'étais en train d'appeler Samuel sur est-ce que pour toi, Bordeaux est capable Oui, ils sont capables de pouvoir le faire parce que Bordeaux est une équipe imprévisible, mauvais comme dans le bon sens du terme. Est-ce que j'ai confiance en Ricardo? Oui. Oui, il a prouvé il y a 11 ans qu'il peut faire des belles choses avec notre équipe, à s'intégrer à ce championnat, même s'il a évolué ou régressé à voir. Il peut quand même faire des trucs, c'est pas non plus les paniers de la dernière pluie, donc Ricardo peut faire des bonnes choses à Bordeaux, il faut laisser un peu de temps, il faut clarifier aussi ce rôle entre Bédoué et Ricardo qui je pense au sein du club doit être un peu étrange. Comme j'ai dit, les Américains maintenant c'est réglé, donc voilà, au mercato il y aura des nouveaux joueurs qui vont arriver, du moins je l'espère quand même. Et il y en a qui vont On partir, en parlera tout c'est à sûr. l'heure. Ouais. Donc il aura un groupe que lui aura peut-être un peu plus voulu et pourra imposer d'une façon plus cohérente sa patte sur le jeu bordelais. Pourquoi tu as confiance en Ricardo, Samuel? Alors, bon, c'est un peu par défaitisme, hein. De toute façon, ça devait être Thierry Henry, ça devait être machin chouette, etc. C'est lui. Donc maintenant, il faut faire attention. J'ai confiance en Ricardo parce que déjà, j'ai confiance en Bordeaux et qu'on le voit sur les 15-20 dernières saisons, Bordeaux est toujours bien placé, enfin toujours, sauf 2-3 cas exceptionnels sur les 20 dernières saisons, c'est toujours régulier dans les 6-7 premières places, donc pas toujours européen, mais au moins toujours dans le premier tiers du tableau, pour pas dire le haut de tableau. Donc déjà, j'ai confiance déjà en Ricardo parce qu'il a l'effectif pour continuer sur ce rythme-là où Bordeaux joue comme tous les ans cette 5, 6, 7e place. Et puis ensuite, j'ai confiance en lui parce qu'aujourd'hui, Ricardo, c'est... alors à Bordeaux, on aime toujours dire, ouais, Ricardo, c'est celui qui a construit le titre. Moi, quand je parle avec des supporters monégasques qui me disent Ricardo, c'est celui qui a construit la descente. Donc on a deux cas assez différents, deux extrêmes. Mais je pense effectivement que c'est un entraîneur qui, en plus, par sa fonction assez... enfin voilà, on comprend pas tout à ce qu'il a le droit et pas le droit de faire et ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Par rapport à ce point-là, je pense que il a ce côté manager qui fait que l'équipe a une stabilité et qu'il y a moyen de construire. Et dans ses interviews, il le dit, genre, si on finit pas européen, sachant qu'en plus, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais il y a une nouvelle compétition qui va avoir le jour européenne dans 2 ans, je crois, où il y aura en gros, enfin, si t'es en dessous de la 8e, il y a que si t'es en dessous de la 8e place que t'es pas européen. Je pense que Bordeaux sera très régulièrement européen les saisons prochaines. Et si Ricardo arrive à construire une philosophie de jeu qui peut être ensuite prolongée et façonnée par un entraîneur un peu plus performant et aux idées plus claires, s'il arrive à installer ça, un 4-2-3-1 par exemple, ça peut être intéressant, sachant qu'aujourd'hui, dans l'effectif bordelais, il y a très très peu de joueurs qui vont s'inscrire dans un projet à long terme. Parce que si vous regardez bien, que ce soit dans les joueurs qui vont être bankable ou dans les joueurs qui sont là depuis longtemps et qui à un moment donné iront faire un tour à l'étranger ou dans une destination exotique pour prendre un peu d'argent, ou des jeunes pousses, voilà, moi je pense que la moitié de l'effectif l'an prochain, enfin la moitié de l'effectif, la moitié du 11, peut ne plus être là l'an prochain.
Donc il faut qu'il arrive à en tirer le maximum de son groupe et je pense que ça, il en est capable. Alors, après, je vais te faire réagir, Jonathan, dessus. Mais moi, je veux bien avoir confiance. Mais si je regarde les chiffres, toujours les chiffres, on n'a pas gagné depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, depuis la victoire face à Nantes 3-0, on a enchaîné 3 défaites et 3 matchs nuls. Alors moi, je veux bien avoir confiance. Mais aujourd'hui, j'arrive pas à trouver, si ce n'est faire une confiance aveugle en sa gestion, de trouver des motifs d'espoir dans le jeu des Girondins avec Ricardo. Et je trouve que ce qui nous a dit là dans les médias, puisqu'il a accordé plusieurs interviews pendant la trêve, je sais pas, j'ai pas senti l'enthousiasme, même s'il se veut rassurant et calme, moi ça me rassure pas. Toi, Jonathan, est-ce que tu as confiance en Ricardo pour mener ce projet ou au moins cette saison de Bordeaux? Alors, très concrètement, par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, son arrivée et son rôle actuellement, moi personnellement, parce que c'est pas l'entraîneur qu'on a connu à l'époque, il n'a pas du tout le même rôle que ce qu'on avait connu à l'époque. Et quand il est arrivé à Bordeaux, effectivement en 2005, c'était juste après l'année où on a failli descendre. Et donc Bordeaux n'était pas au mieux. Et quand il est arrivé à Monaco, c'est pareil. Monaco était dans une situation très délicate et il a pu remonter Bordeaux parce que la structure était bonne. À Monaco, il n'a pas pu parce que voilà. Donc les deux cas, en fait, il avait. Il n'avait pas été dégueulasse à Monaco, mais c'est vrai que quand il est parti, ça s'est effondré parce que c'était. Mais déjà avant, je veux dire que déjà avant, les saisons étaient commencé à être très compliquées. Et voilà, il y a eu l'après 2004 qui avait été très compliqué à gérer pour Monaco et plus ça allait, plus c'était compliqué. Donc voilà, donc il y avait quand même des situations similaires au départ qui a fait que il y a eu une réussite et un fiasco entre guillemets. Donc voilà. Après, moi, son rôle me gêne actuellement parce que j'arrive pas à savoir qui est décisionnaire en termes tactiques et en termes effectifs. C'est lui. Il paraît, mais le problème c'est que la personne qui est sur le banc, c'est pas lui. Donc moi déjà, si je suis joueur, déjà ça me gêne concrètement parce que si c'est lui qui décide, j'ai envie qu'il soit à mes côtés après sur le terrain aussi. Malheureusement, il ne l'est pas. Déjà ça pour moi c'est une grosse erreur de la part du club, mais ça après on en reparlera plus tard par rapport à ça. Après Ricardo, oui, on sait, il connaît le foot, ça a été un très grand défenseur et quand j'ai lu dans son interview qu'il a dit qu'il essayait de mettre en place de la variation de jeu. Excusez-moi, mais les matchs que j'ai vu pas trop de variations de jeu. On envoie les ballons sur les deux flèches du côté, et puis les deux flèches du côté tenter quelque chose, et puis on verra. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça pour l'instant. J'ai vu aucune variation tactique, pas trop de changements en termes tactiques par rapport à l'opposition qui est en face. On est toujours à peu près dans le même système. Il a essayé avec deux milieux de terrain, avec Otavio et Tchouaméni. Il a essayé avec un 4-2, 3-1. Voilà, mais c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura trois milieux, il y aura deux milieux côtés, fait deux flèches sur les côtés, et puis une pointe à chaque fois. On n'a jamais tenté avec deux pointes, par exemple, devant, ce qui est bête par rapport à certaines équipes, ou même en Coupe d'Europe, où on est dans l'obligation de gagner. On joue encore avec un attaquant parce qu'on veut toujours ces deux flèches sur le côté. Enfin voilà, on prend pas non plus. En Europa League contre le Zénith, on aurait pu prendre des risques et faire un 4-4-2 avec Camano et Sekaramo ou Kalou sur les côtés avec deux points devant, avec Cornelius et Briand ou Cornelius ou Depréville devant et pour essayer quelque chose. Voilà, mais non, c'est pas tenté. Quand il dit je vais mettre en place de la variation de jeu, pour l'instant j'ai rien vu de concret. Et apparemment aux entraînements, on voit pas grand chose non plus d'après ce que j'ai compris. Moi j'y suis pas, mais des échos que j'ai. Il se passe pas non plus grand chose. On s'est fait piéger par nos qualités en fait. Nos qualités c'était nos côtés, Camano, Kalou, Karamo, comme tu dis, qui vont sur le côté, voilà. Qui débordent, qui dribblent. Ça a bien marché un petit moment, et puis maintenant tout le monde a capté notre jeu, tout le monde sait ce qu'on va faire. Ah, puis même physiquement, les deux sur les côtés, ils commencent aussi à avoir un petit peu un coup de mou, c'est normal. Et voilà, c'est tout. Donc forcément, à un moment donné, ça marche moins bien. Et quand ça marche moins bien, il faut un plan B. Et là, le plan B, on ne peut pas le lancer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de vous donner les stats, puisqu'on est en plein dedans. Hein. Samuel, tu es toujours avec nous. C'est de donner les stats qu'a fait RMC Sport. Ils ont fait Bordeaux avec Poyet, Bordeaux après Poyet. Pourcentage de victoire avec Poyet, 61,9%. Après Poyet, 27%. Points par match avec Poyet, 2. Points par match après Poyet, 1,2. But par match avec Poyet, 1,8. But par match après Poyet, 1,1. Passe par match, c'est là que c'est intéressant. Passe par match avec Ricardo, alors, après Poyet, sont plus importantes qu'avec Poyet. Les clean sheets, on en fait plus maintenant qu'avec Poyet. Et le pourcentage de tirs arrêtés, on en fait plus. Ça veut dire, moi, comment je lis ces stats, qu'on fait plus de passes, on est plus solide défensivement, on fait plus de clean sheet qu'avec Poyet, on contre plus de tirs. Par contre, on gagne moins de matchs et on marque moins de points.
et on encaisse plus Et et parce on qu'on marque marque moins et de on buts. marque moins de buts. Ouais. Voilà. Ouais, mais Nico, cette stat, elle est complètement faussée. Bon, déjà parce qu'RMC, c'est les avocats de Gustavo Poyet depuis le début. Et en plus de ça, parce que sous Poyet, il y avait un mec, en fait, qui aujourd'hui joue dans le plus grand club du monde. Donc, quand il était là, c'était beaucoup plus facile. Il y avait aussi un Jules Koundé qui avait aucune pression, qui débarquait, qui tombait du bois. Il y avait, voilà, il y avait quand même autre chose. Il y avait aussi un Solio Maïté qui a fait du bien pendant une grosse partie de la saison. Voilà, et puis de toute façon, il y avait Malcolm. Moi, encore une fois, je dis pas toutes les semaines au Club des 5 en disant que Malcolm, c'est certainement un des 10-15 meilleurs joueurs de moins de 23 ans qui est sur cette terre. Et on ne se rend pas encore compte à Bordeaux de l'impact, même lors des 3-4 mois où il était entre guillemets moins bien, l'impact que ce joueur avait sur le jeu et sur notre efficacité dans les deux surfaces. Donc moi, cette stat, elle est biaisée, surtout que pour comparer les deux, c'est très intéressant. D'un point de vue tactique, moi j'ai trouvé qu'avec Poyet, on était en mission commando. Il a très bien fait son travail. On était un bloc de à peu près de 2 à 3 défenseurs par match. On était regroupés à 6-7 en dessous des 30 mètres. Et ensuite, il y avait deux ailiers sans carré et Bryce Waite ou De Préville, selon les 9 qui ont joué, qui étaient un peu avancés. Quand on était en 3-5-2, c'était directement deux mecs qui étaient entre guillemets lancés tout le temps comme des flèches devant pour courir après le ballon et essayer d'aller chercher un corner où là on était très dangereux sur coup de pied arrêté. Souvenez-vous la victoire contre, je crois que c'est Amiens 3-2 à Bordeaux, la victoire à Saint-Etienne, la victoire à Montpellier, très très fort sur coup de pied arrêté le Bordeaux de Poyet. Là on essaye d'imprimer une patte de jeu. Moi déjà le 4-2-3-1, je suis très content, même si j'aimerais que ce soit De Préville ou Vada qui occupe ce poste à terme ou un joueur qu'on recrutera. Mais je suis heureux qu'on tente cette initiative de jeu. Quand Ricardo dit, et ça c'est une phrase moi qui me plaît, contrairement à Poyet, si Poyet c'était la gagne, alors c'est très bien la gagne, hein. Mais quand on me dit je préfère qu'on soit 6e cette saison et qu'on joue une Coupe d'Europe que si Paris gagne toutes les compétitions, ce qui est fort probable, plutôt qu'on soit 4e et qu'on fasse qu'on soit horrible et qu'on joue toute la saison à 6 derrière et qu'on termine 4e. Moi je préfère qu'il y ait du jeu, sachant qu'encore une fois on n'a pas de star cette année dans l'équipe, on n'a pas un joueur du talent de Malcolm. Donc si on développe une force collective, ce sera forcément bénéfique pour la suite. Et encore une fois, les joueurs, pourquoi il y a autant de mouvements dans les clubs de Ligue 1 ? C'est parce que les joueurs ne s'inscrivent pas dans un projet et dans une philosophie de jeu. Si à Bordeaux, on commence à développer quelque chose avec un entraîneur bosseur comme Ricardo, et cette philosophie elle peut être reprise derrière, on va attirer les joueurs parce qu'ils vont se dire « Ah ouais, on va jouer comme ça ». L'Ajax d'Amsterdam, par exemple, ils ont rien d'attrayant aujourd'hui le club. Et cette année ils sont en Ligue des Champions parce que depuis quelques saisons ils arrivent à bien former, ils arrivent à attirer des jeunes qui veulent intégrer cette philosophie qui est intéressante, où on joue au ballon et ils se disent bah voilà on va essayer de progresser et on verra jusqu'à où ça nous amène. Cette année ils sont en train de tenir la dragée haute au Bayern, ils ont fait une finale d'Europa League il y a 2 ans, donc inspirons-nous des projets où le jeu reste la base de tout. C'est vrai que c'est quand on regarde ces stats, moi je me suis fait la même réflexion, à savoir que Poyet, on était là pour prendre des points, peut-être qu'on jouait moins bien, mais par contre on gagnait. Et la question est de savoir, est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut bien jouer ? Oui, mais est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut bien jouer ? Moi Samuel, je veux bien du beau jeu, mais est-ce que tu crois qu'on a l'effectif pour ça ? Concrètement, non. Bah pourquoi pas ? Non, au contraire, moi je trouve qu'on l'exploite pas notre effectif. Non. Au milieu, il y a énormément de déchets, c'est pas possible. Et les latéraux ne savent pas centrer. Donc le beau jeu, ça me paraît très compliqué. Concrètement, actuellement. Sors le RAR et tu verras qu'il y aura du beau jeu déjà. Après, quand tu mets les ragueurs à la place de Vada, quand tu sors sans carré, tu mets un jeune comme Chouameni qui est certes pas mauvais techniquement, mais c'est plus un rôle défensif et que tu joues avec Otavio au milieu, c'est quand même très défensif. Donc faire du beau jeu avec ça, c'est compliqué. Concrètement. Si on passe en 4-2-3 avec les 3K, Kamanou, Kalou et Karamo, ou De Préville aussi qui peut avoir un rôle important du coup si on fait une ligne comme ça, on peut développer quelque chose d'intéressant avec un 9 comme Alexandre Mendy qu'on doit réintégrer, qui doit revenir. On doit profiter notamment des 2 matchs d'Europa League pour ça, et un Cornelius à qui il faut donner de la confiance. Il a encore été intéressant lors de sa rentrée hier sur la Danemark. Si on utilise au maximum les capacités de nos joueurs, on peut produire du beau jeu. Si on produit du beau jeu, ça m'emmerde de donner cet exemple, mais je prends l'exemple du FC Nantes qui est vraiment très 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 intéressant depuis 3 matchs. Si on produit du beau jeu, on mettra des buts, on prendra des points et forcément on sera en haut du tableau. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, on dira enfin
Ah ben Bordeaux, non seulement bon, ils sont toujours là, ok, mais cette fois-ci ils sont là et ça nous fait plaisir de les regarder. Manu, tu préfères du beau jeu et pas gagner, puisqu'en ce moment c'est ça. Tout le monde Avec préfère le l'espoir, beau Non, jeu. mais en ce moment, avec- on joue pas bien non plus, attends. On joue Non. pas bien non plus. C'est-à-dire que moi, je dis à terme, dans les déclarations de Ricardo, ce que je dis, c'est qu'on verra quelque chose qui va, au fur et à mesure, évoluer vers... voilà, il a installé un système en 4-2-3-1. Maintenant, il va commencer à installer les hommes. Sankaré va redescendre. Il va mettre un vrai 10, etc. Je pense qu'on va voir quelque chose d'intéressant. Mais là, sur ce qu'on a vu sur le dernier mois depuis notre trêve, là, entre les deux trêves, c'était pas du football. À part 45 minutes à Lyon, c'était horrible. C'était toujours Jimmy Briand qui joue à 70 mètres du but. Enfin, voilà, là, on n'est pas encore rentré dans ce processus. S'il commence maintenant avec cette nouvelle trêve, bah pourquoi pas. Faut être patient, tu dis. Ouais, oui, tout le monde a envie du beau jeu. Moi, le premier, tout le monde, évidemment. Mais on peut pas. On peut pas, et honnêtement, là, maintenant, pour les Girondins, je m'en cogne. Qui joue bien ou qui joue mal. Moi, ce que je veux, c'est un petit coup franc, une tête détournée et but, quoi. Je veux gagner un match 1-0, je veux gagner un match 2-1 ou 2-0. Je veux pas que ce soit joli. Je veux gagner. Comme Ah, quand on n'a pas de Ricardo joueur est pour pas arrivé, tout arrêter. comme quand Ricardo est arrivé à Bordeaux, au début on se faisait chier, on s'est bien fait chier, mais on a été deuxième. Et ça a construit, ça a mené un nouvel élan au club. Laurent Blanc est arrivé, on a été champion de France. Donc si on doit passer par là, moi ça ne me dérange absolument pas de mal jouer tant qu'on gagne. Et moi, je me rappelle aussi par contre de Gourvenec l'année dernière qui nous a dit qu'il voulait créer une équipe pour jouer. L'effectif n'est pas si différent que ça. On a vu ce que ça a donné quand il a voulu jouer. Après, Poyet a eu effectivement une tactique un peu plus rustique, entre guillemets, et plus défensif. Et le club est en danger. Et voilà, le club était en danger, donc parce que ça montre Oui. bien que Moi, je pense que l'effectif qu'on c'était a... autre chose l'an dernier. C'était mental à un moment donné. Après Oui, mais parce Paris, qu'il c'était mental. il s'est vu trop beau. C'est-à-dire que Gourvenec, il a voulu faire quelque chose qu'il ne pouvait pas avec les joueurs qu'il avait. Très concrètement, il a mis quand même tout l'allant en défenseur central pour qu'au départ, les actions se fassent dès le début. C'est-à-dire qu'il a recruté Costil aussi pour son jeu au pied, etc. On a vu ce que ça a donné. Sauf qu'après, comme tu dis, c'est une question de choix. C'est-à-dire tu veux jouer, mais tu mets tout l'allant en défense centrale et Jovanovic qui ont tous les deux une caravane. Même si Jovanovic, je trouve qu'il s'est affûté depuis. Mais ils ont tous les deux une caravane. Tu veux faire du jeu, mais tu laisses des défenseurs monstrueux des défenseurs pas du tout monstrueux face aux équipes qui vont jouer en contre. Donc tu te retrouves vite exposé. L'exemple contre Strasbourg, Oui. quand Terrier il les fume tous un par un et qu'il va, Oui. il va, Mais après, là, c'était il va- effectivement, il c'était va- mental. À ce moment-là, c'était mental, plus qu'autre chose, effectivement, Bien sûr, mais donc à voilà, l'hiver mais qu'on par a eu. exemple, qu'on Une a équipe qui traversé. joue avec Koundé Mais et le Pablo milieu est le derrière, même qu'aujourd'hui. Hein. Le milieu est exactement le même qu'aujourd'hui. Hein. mais c'est ça le problème. Moi, c'est ce que je dis, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Otavio doit jouer, par exemple, avec... Alors, Chouameni, moi, je pense que contre Caen, pareil, c'est mal utilisé, mais je pense qu'il doit jouer avec un mec comme ça, qui met aussi de l'impact derrière pour sécuriser. Et derrière, il faut 4 joueurs offensifs. Il n'y a que comme ça que ça marche. 4 joueurs offensifs avec avec des joueurs qui jouent entre eux. Parce que moi, vu du stade, j'ai vu Kalou s'énerver pas mal de fois contre Caramo dans les 20 dernières minutes contre le Zénith parce que il essayait d'y aller tout seul. Donc, faut que toutes nos forces, en fait, faut qu'on tire le maximum de l'effectif de Bordeaux. Et moi, je pense que si Ricardo ou autre arrivent à en tirer le maximum, il y a moyen de faire une saison très sympathique. Alors, on sera pas quatrième, on sera pas devant l'OM, on sera pas devant Paris. Mais encore une fois, quand vous dites nous on veut gagner avant de bien jouer, mais regardez aujourd'hui le top 5 de Ligue 1, c'est quasiment que des équipes qui jouent bien, à part Montpellier. Donc en tout cas que des équipes qui veulent jouer, qui veulent avoir le ballon, qui veulent proposer quelque chose. Montpellier, il joue mieux que nous quand même. Hein. Ouais, ils jouent mieux Le que nous, Montpellier-Bordeaux, mais quand même, on a vu la ce que je veux dire, différence. c'est que la base est défensive, mais c'est sûr qu'ils ont un jeu beaucoup plus vertical et intelligent que le nôtre. Ça, je suis absolument d'accord. Mais Lille, par exemple, cette année, c'est que du football. Et quand on regarde l'effectif de Lille, moi, je vois beaucoup de similitudes entre les forces qu'ils ont et les forces qu'on a, à toute proportion, selon les effectifs. Hein, c'est un peu à échelle variable. Mais je me dis qu'avec le nombre de joueurs offensivement qu'ils ont intéressants, etc., qu'ils ont construit, nous, on pourrait faire la même chose. La Bip à Bordeaux, ça pourrait être la KKK, même si c'est une référence assez malheureuse plutôt. Allez, quelques réactions sur le hashtag. On salue Drive et Dinosaure qui réagissent. Faire le bilan de Ricardo avant la trêve a peu de sens, nous dit Drive. Il faut diriger l'arrivée du nouveau propriétaire, mettre les structures en place et rester en Ligue 1. Voilà l'objectif. Et il rajoute, j'attends l'arrivée du fameux directeur sportif. Il est en mode Giroud là, rester en Ligue 1. Rester en Ligue 1. Ouais, grave. Il y a Dinosaure qui dit, idée complètement folle que je pose là, et si on recrutait un joueur capable de créer du jeu et de le distribuer? Je sais, c'est fou. Vous voulez Henri, hein? Qu'est-ce que t'as dit, Samuel?
Je dis c'est ce que voulait Henry, et moi je peux même vous donner une info. Alors je vais pas vérifier, mais c'était une rumeur très persistante à Paris, c'est que Lo Celso à l'époque, dont Tuchel ne voulait pas, avait été sondé pour venir à Bordeaux pour être prêté 1 an. Ça aurait été extraordinaire parce que c'est un joueur, on le voit au Betis, qui aime vraiment le ballon et qui pouvait occuper ce rôle de 10, qui connaissait la Ligue 1, etc. Et lui n'a tout simplement pas été intéressé à l'époque par le projet bordelais du coup à l'époque c'était juste Bédoué, hein. Ricardo n'était pas encore là et Henry venait d'être refusé. D'accord. Lo Celso, donc le Parisien qui aurait été sondé pour venir à Bordeaux. Quand Henry voulait un créateur, c'était le poste qui a été, le joueur qui a été identifié tout de suite à ce poste. Donc ça veut dire que l'idée que donne le follower là sur le talk, l'auditeur, elle est intéressante parce que moi je pense que déjà Valentin Vada est un créateur, mais il n'est pas assez régulier et puis apparemment dans le travail quotidien, il est un peu en dessous des exigences du club. Mais recruter un joueur de ballon, et il commence à y en avoir de plus en plus, moi je pense que on va être surpris au mercato. Je pense que ça va peut-être déclencher quelque chose aussi. Bon, je rappelle que c'est Samuel Vasselin qui est avec nous, journaliste Club des 5, et qui est sur la chaîne YouTube Club des 5. Alors c'est sur Mister V. On peut vous écouter sur vos débriefs chaque soir, hein, c'est ça, de la semaine. Exactement. Et ce soir, on va avoir apparemment un gros débrief parce que là, il y a France-Uruguay. Mbappé apparemment vient de se blesser à l'épaule. Et Neymar s'est blessé avec le Brésil. Donc nos amis parisiens, ils vont être plus dans la merde que nous. Il manque plus que Cavani et c'est fini. Ouais, c'est ça. Ouais, alors voilà, il reste 1 heure là, à France-Uruguay. À mon avis, Cavani, chez lui, je ferai attention. La bonne nouvelle, c'est que Pablo, tout va bien avec le Brésil. Il joue ou pas? Il joue ce soir. Ah, il est titulaire. Ah, très bien, très bien. C'est contre qui le Brésil déjà? Le Cameroun, donc c'est un match intéressant pour lui. Match amical. D'ailleurs, le Cameroun où va se dérouler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Exactement. Et remercions au passage la CAF, la Confédération africaine de football, d'avoir déplacé la CAN en juin, parce que si c'était la CAN en janvier cette année, on aurait perdu Kamano, Kalou, Sabali, effectivement. Là, ça aurait fait beaucoup de mal. On était mal. Tu voulais ajouter quelque chose, Jonathan? Oui, juste après, c'est vrai, on parlait de recruter un créateur. Très bonne idée. Ça, très concrètement, il va nous en falloir un. Le problème, c'est que les attaquants bougent très très mal. Les mouvements sont inexistants, ou ils bougent que quand ils ont le ballon, les mecs. Il faudrait aussi que les mecs apprennent quand même, les joueurs qui sont devant et même au milieu, apprennent à bouger. Concrètement, sur un terrain, on ne voit pas d'intelligence de jeu dans les mouvements sans ballon. Très concrètement, dans cette équipe-là. Ça serait peut-être une bonne chose à travailler pour notre ami Ricardo et notre ami Eric Bédoué. C'est que les mecs fassent les efforts aussi quand ils n'ont pas le ballon de créer des espaces et de créer du mouvement. Si Brillant joue, c'est parce que lui essaye justement de faire quelques mouvements. Beaucoup même. Avec ses moyens, bien évidemment, parce qu'après il n'est pas très rapide, mais au moins il libère des brèches quand même, de ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il joue avec un autre attaquant, parce qu'il joue comme s'il y avait un mec devant lui. On est d'accord. Mais voilà, le problème c'est que les Kamano, les Kalou, les Karamo sont très très bons avec le ballon, mais sans ballon il ne se passe rien. Et ça c'est très gênant. Très gênant quand on est censé être des créateurs, il faut aussi créer des espaces avec du jeu sans ballon, ce qui n'est pas fait, et par nos milieux également qui se projettent de temps en temps, mais pas toujours. Sankaré le fait très bien, mais malheureusement, parfois on sent qu'il est un petit peu cramé parce qu'il faut qu'il aussi fasse le boulot défensif, et dès qu'il attaque, on sent très bien que défensivement, il s'oublie un petit peu. Voilà aussi. Je crois qu'ils n'ont pas appris ça, Kamano et Kalou, à jouer sans ballon. Parce que quand ils étaient plus jeunes, tu vois, c'était les meilleurs de leur génération, les U13, U14, ceux qui faisaient la différence, ils prenaient le ballon en défense, ils remontaient tout le terrain, ils marquaient les buts. Donc forcément, le coach ne leur a pas forcément appris à jouer sur le ballon, à jouer collectif forcément, à revenir défendre. Donc c'est un petit défaut dû à leur talent. Petit, mais qui a de grosses conséquences, très concrètement. Kamano, par contre, je trouve que vous êtes dur parce que je trouve que défensivement, sans ballon, il est intéressant. Et si vous remarquez bien, sur le côté gauche, il faut bien, hein, vu le niveau Punjé, mais il redescend souvent, et je trouve que défensivement, dans son placement, il essaye de couvrir les attaques adverses, et je trouve que sur ça, il est intéressant. Après, oui, défensivement, mais moi je parle après surtout offensivement, parce que si on recrute un créateur, c'est pour qu'il y ait des bons ballons, mais il faut qu'il y ait aussi des bons appels, et il faut qu'il y ait des choses qui soient fluides. Il reste en ligne, et donc il n'y a pas de mouvement. Donc le dernier match c'était contre Caen, c'est ça qu'on a joué, où on avait quand même pas mal de possibilités en contre-attaque. On les a à chaque fois très très mal joués. Très très mal joués. Donc, messieurs,
Deuxième question, tu as encore un peu de temps, Samuel pour... J'ai encore un peu de temps, Allez, bien sûr. allez, question. Et après, on recevra Élise. Hein, encore 5 minutes, Élise, pour te préparer. Il y a Mbappé qui sort. oui. J'ai vu la blessure. C'est assez moche. Hein. Ouais, ouais. Ah oui Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il est mal retombé, puis son bras, alors, compliqué à expliquer, Ah mince. son Ah, bras a tourné quand il était au sol. C'est très très moche. Ah, Duel je te- avec un gardien. En fait, je voyais Manu qui faisait un geste du bras. Je crois que tu Ouais, t'étais oui. fait mal au bras. Non, en Parce fait, que tu j'ai mimais vu la au blessure. ralenti, et ça D'accord. m'a fait J'ai vu mal. les images aussi. Ouais. Ouais, d'accord.